Bonjour, une vidéo pour ceux qui n'ont pas pu suivre le cours du 19 mai. On a commencé par ce tableau qui vous a rappelé donc les choses que vous connaissez maintenant, à savoir les caractéristiques des diverses limites de plaques et les mouvements associés à ces limites de plaques. Donc lorsqu'on est au niveau de la dorsale, on a un volcanisme sous-marin, basaltique, nombreux séismes superficiels, et le mouvement des deux plaques, c'est une divergence perpendiculairement à cette dorsale. Lorsqu'il y a une fosse qui est parallèle au volcan, soit ces volcans sont sur un continent, soit ces volcans forment des îles disposées en arc de cercle, le volcanisme est explosif, et bien tout ça, ça correspond à une limite de plaques, un mouvement de plaques qui convergent l'une vers l'autre. Dans ce genre de limite de plaque, il y a toujours une plaque lithosphérique océanique impliquée, au moins une. Quand il y a une chaîne de montagnes récente sans volcan, avec de nombreux foyers superficiels, si superficiels voire moyens, on a un mouvement de plaque en convergence. Un dernier mouvement de plaques que l'on ne verra plus, il s'agit donc par exemple de la faille San Andreas, sont des failles transformantes qui relient entre elles deux segments dorsales. C'est dû au fait que la Terre est ronde et voilà, on n'ira pas plus loin dans les explications en première. Alors voilà, on en est là. Les mouvements des plaques, on les a identifiés grâce à des témoins géologiques. On avait vu les anomalies magnétiques. Alors en application, je vous avais donné un exo, mais les documents n'étaient pas très accessibles. Vous en avez aussi dans votre livre, l'exercice 8, page 163, où là vous aurez une plus grande qualité au niveau des documents. Les marqueurs tectoniques, quand on a des failles normales, il y a une distension, une contrainte en distension, donc divergence, c'est associé aux limites en divergence. Et les failles inverses et les plis, on va les trouver au niveau des limites de plaques qui convergent. Alignement volcanique de points chauds, ça c'est un volcanisme donc en plein milieu d'une plaque, mais il permet de donner la direction et même de calculer la vitesse de déplacement de la plaque où il se trouve. C'est notamment la grande plaque pacifique dont le mouvement a été identifié ainsi. Et puis vous avez l'âge des sédiments marins dans un exercice, alors on ne l'a pas vu en classe, mais vous pouvez facilement comprendre comment ça fonctionne avec l'exercice 7, page 162. Donc je vous conseille en fait pour la prochaine fois de faire l'exercice 10, page 164, l'exercice 7, page 162, et si vous voulez, vous avez en plus le 8, page 163. Maintenant, on va voir comment les mouvements des plaques sont déterminés de façon, on va dire, plus moderne et peut-être plus précise. On va se servir donc des satellites. Alors les satellites, pour fonctionner, il faut des stations basées sur Terre qui vont recevoir des signaux envoyés par ces satellites. Donc vous voyez la précision sur la situation, c'est au millimètre près. Alors là, dans votre livre, on vous parle d'une station donc, qui est située en Islande, un endroit géologiquement intéressant, parce que c'est à la fois une dorsale émergée et un point chaud, on reviendra là-dessus plus tard. Mais il y en a une aussi à Marseille. Alors elle est située au marégraphe. Le marégraphe, à l'origine, il est là pour mesurer le point zéro, l'altitude zéro du niveau de la mer, qu'on utilise en France, et peut-être même en Europe aussi, voilà. Donc il est à la corniche, il se visite, mais il faut montrer patte blanche, il faut réserver à l'avance. Sinon, vous avez toujours au marégraphe donc une station GNSS qui a été implantée. Alors, on connaît dans les systèmes GNSS, on connaît évidemment le GPS, puisque c'est le système américain qui a été donné gratuitement à toutes les applications qu'on utilise et qui utilisent le positionnement géographique. Voilà, sinon il y en a d'autres, des Russes, il y a le système Galileo européen, etc. Alors, pour voir, nous on va se servir du système GPS en allant sur le site de la NASA. Et on voit tous les résultats au niveau de toutes ces stations. Vous avez le lien ici. Et sinon, vous avez donc une photo, par exemple, dans l'ouest des États-Unis, au niveau de la faille de San Andreas. Vous voyez, chaque petit point, c'est une station
GNSS. Vous avez sur ce site, vous choisissez le nom de votre station. Alors nous, on va chercher Marseille. Donc dans le menu, on va chercher MARS, hein, Mars, pour Marseille. Et alors oui, là c'était pour vous rappeler d'abord ce qu'il y avait, pour se mettre d'accord sur latitude et longitude. Donc la latitude, elle est donnée grâce à des parallèles. Le parallèle 0, c'est l'équateur. En fait, c'est un angle par rapport au centre de la Terre, ici. Donc là, ça fait, si on trace un trait en fonction, si on est au centre de la Terre, ça fait un angle de 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, etc. Ce qui nous situe, nous, à une latitude environ de 45 degrés. Cette latitude, elle est donc dans l'hémisphère nord, on laisse en positif. Des fois, il y a un plus même dessus, donc plus 40 degrés, ça veut dire 40 degrés nord. Et si vous avez moins 40 degrés, ça veut dire 40 degrés sud. Vous voyez qu'on est au niveau là vraiment du bas de l'Amérique du Sud. Pour la longitude, elle est donnée avec des méridiens. Donc nous, on est sur le méridien de Greenwich. On n'est pas à 0 degré, on est un peu plus à l'est. Donc on est peut-être à 10 degrés. 10 degrés de longitude. Et si on était plus vers l'ouest dans l'ouest de la France, on serait à moins 10 degrés de longitude. Peut-être pas jusqu'à moins 10 degrés, mais enfin bon. Voilà. Donc par convention, quand on va vers l'ouest, on prend des degrés négatifs, vers l'est, degrés positifs. Même chose, donc positif vers le nord, négatif vers le sud. Alors ça va être utilisé pour interpréter ces documents. Donc quand on tape sur le site de la NASA, la station Mars, donc ça correspond au résultat du marégraphe, enregistré au niveau du marégraphe, la latitude est donnée, le mouvement de la station en latitude est donné ici, en longitude est donné ici. Le 0 correspond à la latitude actuelle. Et en fait, on nous dit quels sont les résultats dans le passé par rapport à cette latitude actuelle. On voit par exemple qu'en 2001, la station Mars, c'est-à-dire Marseille, était à moins 30 cm de latitude par rapport à maintenant. Moins 30 cm, ça veut dire qu'elle était 30 cm plus au sud par rapport à maintenant. Donc ça veut dire que la station Marseille se déplace vers le nord. Alors là, je vais vous donner un exemple à partir de 2013, mais ça revient au même ici, hein, j'ai pris 2001. Voilà. En longitude, si je choisis toujours 2001, eh bien, on voit que par rapport à maintenant, la station Mars était, en gros, j'arrondis à moins 35 cm par rapport à maintenant. 35 cm en négatif, ça veut dire que la station était vers l'ouest par rapport à maintenant. Donc ça veut dire que Marseille se déplace vers l'est. Donc en gros, elle se déplace vers si on fait le bilan des deux, elle se déplace vers le nord-est. Donc voilà, ici vous avez les résultats pour les longitudes et latitudes. Toujours l'exemple en 2013. Et puis ensuite, en fait, le chiffre que j'ai retenu, c'est 1,6 parce que c'est ce qui est donné en moyenne. C'est le taux moyen de mouvement en latitude, enfin la vitesse moyenne de latitude, ici également en longitude. Alors c'est donné en millimètres et pas en centimètres, je préfère le centimètre. Le centimètre étant l'unité qu'on emploie le plus souvent pour les mouvements des plaques. Alors le dernier ici, on ne va pas l'utiliser cette année, ce sont les mouvements verticaux. Vous voyez qu'on bouge un petit peu verticalement, alors pas de beaucoup, hein. Globalement, c'est stable quand même. L'altitude de Marseille est stable. Il y a certains endroits dans le monde qui bougent plus. On verra peut-être l'an prochain. Alors pour calculer le vecteur vitesse, qui va nous donner la direction donc, et la vitesse de déplacement, eh bien, on se sert d'un repère ici. On va tracer le déplacement en latitude et le déplacement en longitude. On rejoint les deux et on trace le vecteur qui en résulte. Vous avez un autre exemple dans votre livre ici, dans le document 3. Le voilà sur le site de la NASA. Je l'ai passé en rouge, alors normalement il est en jaune. Donc ici, je n'ai pas l'échelle, je ne sais pas comment on fait pour voir l'échelle exactement. Mais en tout cas, on voit qu'on avait la bonne direction, hein, on avait bien calculé la bonne direction.
La même carte en un peu plus loin, on s'aperçoit qu'il y en a d'autres dans d'autres villes de France, d'autres stations réceptrices, dans le monde également. Alors, quand on zoome sur une région du monde, là, on a l'impression qu'il n'y en a pas, mais quand on zoome, on l'a fait en classe tout à l'heure, il y a des stations, par exemple, au Maroc. Mais il faut être plus près pour les voir. Voilà, là, sur le Pacifique, on a donc la direction globale des plaques. Alors, vous voyez que la plaque Eurasie, elle a un mouvement presque horizontal, plein est, quand on est ici, alors que quand on était au niveau de Marseille, eh bien, c'était un déplacement nord-est. Voilà la carte du monde, où on a même des stations, on voit ici en Antarctique par exemple, ou au Groenland. Dans votre livre, vous avez une comparaison du mouvement qui est donné, donc direction des plaques déterminées par les données géologiques classiques, les volcans, les anomalies magnétiques qu'on a vues, et puis en rouge, la direction de la plaque déterminée par satellite GNSS, les stations GNSS. On s'aperçoit qu'il n'y a pas exactement les mêmes résultats, ni pour la direction parfois, et pour la vitesse non plus. En fait, tout simplement, ça vient du fait que les calculs par les satellites, c'est un calcul instantané. Donc ça nous donne la vitesse de maintenant, en tout cas sur quelques années. Alors que les calculs effectués par les géologues, ce sont des résultats qui portent sur plusieurs millions d'années. Donc c'est des grandes tendances, alors que le satellite, ça nous donne vraiment ce qui est actuel. Bon, là, je l'ai résumé ici. Et puis, vous avez un bilan qui est très bien fait dans votre livre, un bilan avec les limites de plaques, avec les frontières convergentes, divergentes, etc., leur déplacement, les vecteurs vitesse en bleu, les indices géologiques qui nous ont permis de déterminer ces vitesses, donc anomalies magnétiques, le volcanisme de points chauds, et puis les données donc géodésiques par satellite qui nous donnent une vitesse en temps réel presque.